Merci Jean-François de nous céder le microphone à moi et j'ai le plaisir d'avoir, comme d'ailleurs tous les mardis, Père Paul Bézil Lacasse de Lacasse et Associés. On va parler encore une fois budget, mais on va parler aussi un petit peu de fraude et de toutes sortes de choses. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey, Pierre-Paul, aujourd'hui, le sujet qui va nous attirer, c'est un sujet extrêmement important. On parle de fraude comme telle. On va identifier quelques fraudes. On va aussi essayer de se protéger de ces fraudes-là. Mais ils ont des conséquences réelles sur les gens, ces fraudes-là. Oui, c'est quelque chose que je vois beaucoup. On en parle de temps en temps. Le mois de mars, c'est le mois de la prévention contre la fraude, fait que c'est un bon moment pour parler de ces choses-là. Ce que j'ai fait aujourd'hui pour la préparation de la chronique, c'est que je suis allé sur le Centre antifraude du Canada pour aller voir un petit peu là, qu'est-ce qu'ils disaient, les dernières informations récentes. Puis c'est très drôle parce qu'en arrivant sur le site d'antifraude, ça dit attention, plusieurs fraudeurs se font passer pour des représentants du Centre antifraude du Canada. Fait que même le Centre antifraude se dit attention, il y a du monde qui fraude en disant qu'ils sont nous. Fait que ça donne une bonne idée de où on est rendu en 2026 sur les aspects de la fraude. Fait que ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est que je voulais parler de 3 fraudes les plus répandues en 2025. Puis j'ai pas de misère à le croire parce que c'est 3 types de fraudes que j'ai vécu dans mon bureau cette année. C'est-à-dire que des gens qui se sont fait prendre par ces fraudes-là. Fait que on va parler de 3 fraudes. Aujourd'hui, on va parler de la fraude à l'identité, de la fraude liée à l'investissement, puis du hameçonnage. Bon. Ces 3 fraudes dont on a entendu parler énormément, la fraude liée à l'identité, est-ce qu'on parle d'une fraude qui est plus proche de l'individu? Parce qu'on entend parler beaucoup de vols d'identité ou de vols d'informations dans les boutiques, dans les grosses firmes comme la Caisse populaire, le véhicule d'aplomb. Mais là, on parle vraiment de personnes, là, de gens qui se font voler leur identité, là. Oui, c'est ça. Jusqu'à un certain niveau, ça peut être se faire voler son identité au complet, mais ça peut être juste de se faire prendre certains renseignements. Tu sais, la fraude à l'identité, ça peut prendre différents visages. Dans le fond, le principe, c'est que quelqu'un, à quelque part, prend des renseignements pour faire des demandes en notre nom. Exemple, que ce soit des demandes de carte de crédit, des prestations gouvernementales, des ouvertures de comptes, ce genre de choses-là. Et il y a 2 principales façons de procéder pour faire ce genre de fraude-là. Il peut y avoir des vols physiques, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre notre courrier, qui va fouiller dans nos poubelles. Ça semblerait que ça existe encore. J'étais un petit peu surpris parce qu'il y a tellement de choses en ligne, mais on se rend compte que effectivement, physiquement, il y a encore des vols. Donc, et si on se fait voler une lettre, il peut y avoir plusieurs informations là-dedans. Hein. Il y a évidemment notre adresse, notre nom, mais il peut y avoir d'autres informations, dépendamment si ça vient d'une banque ou autre. Donc, il y a ça. Et il y a tout ce qui est évidemment l'hameçonnage ou le vol de données dans les banques de données. Fait que tu parlais d'institutions financières tantôt. Les vols dans ces institutions financières-là, c'est des vols dans des banques de données. Desjardins, c'est un peu un cas particulier parce que c'est quelqu'un qui a donné ou qui a vendu cette information-là. Donc, c'est un vol à l'interne carrément, et non pas un pirate qui a rentré par des systèmes informatiques puis qui est allé chercher de l'information. Donc ça, ce genre de fraude-là, pour se protéger de ça, il y a pas 60 000 façons. Évidemment, jamais fournir nos renseignements personnels, là, surtout quand ça provient de quelqu'un qui nous approche, hein, c'est pas sollicité. Les fraudeurs sont excellents. On a déjà parlé d'ingénierie sociale. Les gens, c'est des fins psychologues, là, donc ils savent comment le cerveau humain marche. Ils savent qu'en mettant de la pression, en créant un sentiment d'urgence, ça bloque certains récepteurs dans le cerveau qui fait qu'on peut réfléchir de façon intelligente et donc ils vont essayer de créer cet état-là pour qu'on donne des renseignements parce qu'on a peur. Donc, prendre une décision quand on a peur, c'est le pire moment. Et ils savent que c'est ça qu'ils vont essayer de créer en étant bien gentils avec nous, mais en nous faisant peur. Ou des fois en étant très méchants en disant là, j'ai besoin de tes données parce que sinon il va arriver X, Y, Z. Donc, ce genre de fraude-là se passe comme ça. Ne pas oublier de vérifier nos cartes de crédit, vérifier nos comptes de banque pour des irrégularités. Hein, c'est quelque chose que je reste toujours surpris que les gens ne regardent pas leur compte de banque à chaque mois. C'est une base importante de regarder c'est quoi les transactions qui ont passé dans notre compte puis dans nos cartes, parce que s'il y a quelque chose que c'est pas nous qui avons fait, c'est un excellent indicateur de fraude ou même d'erreur d'institution financière. Et pour ce qui est des fraudes physiques, relever son courrier régulièrement, hein, pas laisser traîner nos choses, puis les gens qui font un paquet de commandes Amazon et tout ça, puis que les papiers, les documents ou les paquets arrivent devant la porte puis qu'ils restent là pendant un bout, c'est pas très sécuritaire pour nos données, ce genre de choses-là.
peut-être aussi essayer de contacter les gens qui nous font ces menaces-là. OK, vous dites telle chose, ben donnez-moi votre numéro de téléphone, je vais vous rappeler. À retourner un appel plutôt que de recevoir l'appel, ça confirme au moins quelque chose, un numéro de téléphone? C'est possible. Puis tu sais que c'est sûr que si on a un appel d'une institution reconnue, ben on va dire ben parfait, c'est quoi votre numéro de poste, puis je vais appeler à votre institution, puis je vais me rendre. Et là, on prend nous-mêmes le numéro, on prend pas le numéro que la personne nous donne. On passe exemple par Internet, on va valider, puis on appelle. Mais si c'est une institution qu'on connaît pas, il peut avoir des faux numéros. Et donc à ce moment-là, ça nous aide pas. Et aussi, ben pour les numéros de téléphone, les fraudeurs peuvent maintenant changer. Donc même si on voit un numéro de téléphone, ils peuvent faire changer ce numéro-là. Donc, le numéro qu'on voit n'est pas nécessairement celui qui nous appelle. Le nom qu'on voit n'est pas nécessairement la personne qui nous appelle. Donc, faut être très vigilant. Avec le niveau de technologie qu'on a aujourd'hui, ils ont des options incroyables, les fraudeurs, et une facilité incroyable pour rejoindre les gens. Et surtout les gens qui sont peut-être plus susceptibles à être influencés. Je pense entre autres aux gens d'un certain âge qui n'ont pas baigné comme Obélix dans la potion magique, dans cette technologie-là. Ils sont moins confortables un peu, puis ils sont faciles à influencer à ce niveau-là. Ben oui, parce qu'il y a moins qu'on a de connaissances, plus qu'on a de chances de se faire prendre parce qu'on ignore certaines choses. Ça, c'est une première chose, tu as raison. Le fait aussi de quand on prend de l'âge, ben souvent on va être plus craintif, on va être plus la peur est plus facile parce qu'on a plus de menaces. Donc, une menace sur notre sécurité ou sur notre argent, on va la prendre plus au sérieux, ce qui fait que notre sentiment d'urgence ou de menace va être activé plus vite. Fait que c'est pour ça aussi que ces gens-là peuvent être ciblés plus. Et ils peuvent être ciblés plus aussi parce que, en moyenne, les personnes plus âgées ont plus d'argent, donc font des cibles beaucoup plus intéressantes pour que quelqu'un de 20 ans qui n'a pas encore bâti un patrimoine. Voilà. On parlait aussi, avant de rentrer en ondes, de fraude liée à l'investissement comme tel. C'est-à-dire que là, on s'en va dans une autre direction, là. Oui, cette fraude-là, c'est la fraude que j'ai vue qui était le plus coûteux pour les gens. Donc, en 2025, on parle de 351 millions de dollars de pertes reliées à ces fraudes-là. Ces fraudes-là, essentiellement, c'est de la sollicitation frauduleuse, là, c'est-à-dire des gens qui nous communiquent par courriel, par texto, même qui pourraient nous appeler pour nous vendre quelque chose. Et le quelque chose, c'est souvent un investissement dans différents produits. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, personnellement, celui qui est très à la mode puis que je vois souvent dans mon bureau, c'est la fameuse crypto-monnaie dont on a déjà parlé. Ouais. Les gens se font lessiver complètement. On parle en français, on parle du terme boucherie quand on parle de ça. J'ai appris ça en faisant les recherches là-dessus. C'est vraiment le principe de dire on saigne quelqu'un à blanc complètement. Donc, les gens qui tombent entre les mains de ces personnes-là, souvent perdent tout. Donc, ils vont commencer par des petits investissements, puis là, ça rapporte un petit peu quelque chose, ils vont en mettre plus, puis éventuellement, ils vont tout mettre là-dedans parce qu'ils trouvent que ça rapporte, et c'est là que tire la plug et ramasse tout l'argent. Donc que ce soit, ils font pas juste ça avec la crypto-monnaie, évidemment, mais c'est très à la mode présentement. Donc les investisseurs dans ce genre de fraude-là se font solliciter, c'est pas eux qui vont vers quelqu'un, c'est quelqu'un qui les approche, donc premier signe à faire attention. Et il y en a un paquet de sortes de ces fraudes-là. Je viens de parler de la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, là, il n'y a aucune protection au Canada pour les gens qui achètent de la crypto-monnaie, donc c'est automatiquement très risqué. Fait que si vous le faites, là, passez par des courtiers reconnus. Renseignez-vous comme il faut sur le type de crypto-monnaie, sur les mécaniques de comment ça marche. Allez pas dans quelque chose de nouveau, récent et de pas connu, à moins d'être quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là puis qui connaît comment ça marche, parce que sinon, vous allez vous faire avoir, c'est à peu près sûr, c'est fréquent. Il y a toutes les stratagèmes à revenus fixes. Ça peut être, exemple, on nous vend des certificats de placement garantis, mais plus élevés que les taux normaux. C'est tout le temps, là, on fait miroiter tout le temps le rendement supérieur, le fait d'être riche rapidement, le fait de... La meilleure façon de devenir pauvre, c'est de vouloir être riche rapidement. Il faut construire notre richesse tranquillement, sinon il y a un problème, il y a quelque chose. Si on le sait qu'on prend un très grand risque, parfait, c'est correct, mais la plupart des gens ignorent qu'ils sont en train de prendre un très grand risque quand ils font des hauts rendements, donc il faut faire attention à ça. Dans les stratagèmes d'investissement, de fraude reliée à l'investissement, il y a les franchises ou les occasions d'affaires. Investis dans telle chose, il y a un rendement de 40%, il y a un rendement de 25%, on s'occupe de l'argent, on a des avocats dans le dossier, puis il y a des projets très, très bien montés comme ça, avec des professionnels, là, des soi-disant avocats, mais c'est souvent relié à d'autres pays,
très, très complexe comme structure. Fait que si vous comprenez pas, vous maîtrisez pas de la structure, là, allez pas là-dedans, vous risquez de vous faire avoir. Il y a même des stratagèmes d'investissement avec des pierres précieuses, que celle-là, je la connaissais pas, qui est d'acheter des pierres précieuses, une façon de se hedger, comme on dit, par rapport au risque, hein, c'est d'acheter de l'or, des métaux précieux. Ben, les pierres précieuses sont vendues de cette façon-là. Il y a même des gens qui ont reçu ces pierres précieuses-là finalement, mais finalement, quand ils les ouvrent et quand ils les font analyser, ben ça représente même pas 10% de la valeur de la pierre qu'ils ont acheté. Les fameux Ponzi schemes aussi rentrent là-dedans. Ça, essentiellement, là, c'est des investisseurs qui se font promettre un rendement, puis les premiers investisseurs se font payer avec l'argent des nouveaux investisseurs, puis on roule comme ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent, et au fur et à mesure, ben il y a du monde qui se prennent des cotes là-dedans. Et un petit peu comme le même principe de la vente pyramidale, là, on rentre dans un système, il faut vendre, puis il faut être capable d'aller chercher des nouveaux clients pour être payé, puis là, c'est un cercle jusqu'à temps qu'on arrive à la fin, puis les derniers, ceux en haut de la pyramide sont très riches, ceux en bas, ils ont perdu d'argent. C'est quelque chose qu'on voit encore malheureusement. Et tout le volet manipulation boursière, ça c'est exemple des fraudeurs qui vont aller chercher, qui vont détenir une très grande part d'un investissement quelconque et ils vont amener plein de gens, donc vont faire augmenter la valeur en bourse et ils vont tout vendre en même temps, ils vont liquider et là eux autres ont fait un profit puis tous les autres investisseurs plus normaux, ben eux se ramassent avec des pertes. Donc ça c'est tous des genres de fraudes liées à l'investissement. Puis ça, là, soyons bien clairs, là. Lorsqu'on est pris là-dedans puis qu'on se fait prendre, l'argent ne revient pas. On se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Et souvent, on se retrouve assis en avant de toi, Pierre-Paul, pour essayer de récupérer les choses et de repartir la machine pratiquement à zéro. Oui, absolument. Puis moi, je vais voir les cas les pires dans le sens où les gens non seulement ont mis tout leur argent là-dedans, mais se sont aussi endettés pour investir là-dedans. Et là, c'est là que plus que l'argent est disparu, ben il reste les dettes. Puis là, les dettes, ben c'est impossible de les rembourser. Les gens qui perdent toutes leurs économies, mais qui ne s'endettent pas, ben souvent eux, je les ai pas dans mon bureau parce que ils ont pas de dettes là qui sont problématiques, mais ils ont perdu des fois, ben souvent des centaines de milliers de dollars en économie. Là. Eh mon Dieu, c'est de l'argent qu'on a ramassé, qu'on a peiné à ramasser toute notre vie et qu'on donne à des fraudeurs. Ouais. C'est vraiment quelque chose à faire extrêmement attention, finalement. Oui, absolument. Faire attention à la vente à pression qui est reliée à ça. Pas embarquer dans des projets d'investissement quand non sollicités. Puis là, je parle même de la famille. Là, hein. Il y a des projets là-dedans, là, des ventes pyramidales. Là, ça se passe beaucoup en famille, ça. Là. Okay. Fait que il faut faire attention à ça. Se faire promettre des rendements là, nettement supérieurs au normal. Là, c'est tous des indicateurs qu'il faut faire attention. Tu sais, dans les fraudes liées à l'investissement, pas dans les fraudes liées à l'investissement, les fraudes d'identité, tu sais, se faire passer pour quelqu'un d'autre aussi. Là, on en parlait dans le fameux cyberamour, là, les fraudes amoureuses. Oui. Ben, c'est quelque chose là-dedans. On parle de 63 millions que ça a coûté à des gens en 2025. Donc, le même principe qu'on disait tantôt, là, quelqu'un qui se fait croire qu'il est quelqu'un d'autre qui nous attire pendant des semaines, des mois, des fois même des années, puis éventuellement, tranquillement, qui nous demande de l'argent pour différentes choses. Puis ça, c'est quand même une fraude qui est encore reconnue aussi. Là. Mon Dieu. On est déjà rendu au bout du segment, mais c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important et moi, j'aurais tendance à dire aux gens, avant d'embarquer là-dedans, essayez de vous informer si c'est viable ou non, là, parce qu'il y a vraiment un danger réel. Là. Absolument. Pierre-Paul, on donne des coordonnées, mon cher, pour vous rejoindre. Oui, les gens peuvent nous rejoindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous écrire au info@commercial-lacassesyndic.com. Ils peuvent également communiquer avec nous sur notre Facebook, notre LinkedIn ou aller sur notre site Internet, Lacasse et Associés. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup. Ce fut extrêmement intéressant. Merci, Denis.